est la femme qui a décidé de secouer la gauche. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, se dit en colère, écœurée par les guerres de leadership entre les formations du nouveau Front populaire et ose le dire publiquement sans langue de bois. Elle est notre invitée ce soir dans Un œil sur le monde. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir et merci beaucoup de votre invitation. Nationale des écologistes, Europe Écologie Les Verts. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur LCI. On va commencer par ce coup de théâtre. À gauche, le nouveau Front populaire s'est mis d'accord sur un nom pour le perchoir, mais se déchire toujours pour Matignon. On en parlera au grand désespoir des électeurs de gauche. Un homme sera candidat au nom de la gauche au poste de président de l'Assemblée. Cet homme, c'est le communiste André Chassaigne. Le choix s'est porté sur ma personne à partir de certains critères, peut-être d'ailleurs le critère d'ancienneté, ça a pu être un élément, ma connaissance de l'institution, mais d'autres que moi connaissent l'institution parlementaire. Et avec, je crois, ce que j'avais affirmé, c'est le souci d'assurer une présidence qui soit une présidence fidèle à ceux qui m'ont désigné, c'est-à-dire aux 4 groupes du nouveau Front populaire. C'est extrêmement important. Est-ce que vous avez moins honte ce soir du spectacle offert par la gauche? Mais je veux bien me permettre une petite remarque. C'est que, en fait, la candidature unique au perchoir, ça a toujours été une évidence. On a toujours dit qu'on le ferait. Et c'est intéressant que vous présentiez ça comme un coup de théâtre, parce qu'en fait, c'est logique. Et je suis assez amusée du fait que depuis le début du nouveau Front populaire, on n'a jamais dit que ce serait simple. Oui. Et à chaque fois, vous voyez, le lundi 10 juin, très précisément, quand on sort sur le trottoir pour dire on va faire un truc ensemble, les gens disent oh, coup de théâtre, ils vont travailler ensemble. Mais on l'avait toujours dit. Après, ils ont dit coup de théâtre, ils sont d'accord sur le programme. Coup de théâtre, ils sont d'accord sur les circonscriptions. Marine Tondelier. Coup de théâtre, ils font campagne. Coup de théâtre, ils gagnent. Vous avez sorti la sulfateuse ce matin en disant que vous ne vous parliez plus. Peut-être que c'était utile, voilà. Non mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal, des négociations, c'est compliqué. On n'est pas en train de négocier pour je sais pas quoi, on négocie pour diriger ce pays, pour gouverner, pour changer la vie des gens vraiment, pour améliorer leur quotidien et pour permettre leur lendemain. C'est un projet hyper ambitieux dans une circonstance politique inédite. Et donc évidemment, ça pouvait pas être simple, ça pouvait pas être évident, ça pouvait pas être hyper rapide comme ça. Tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'était un coup de gueule calculé que vous avez poussé ce matin en disant. Ce matin, mon coup de gueule, c'était pas sur l'Assemblée, c'était sur Matignon. C'était sur Matignon. Et ce qui me fatiguait, et ce n'est pas réglé. Mais j'en suis encore fatiguée, c'est le fait qu'il n'y avait plus de table des négociations. Nous, les Verts, les communistes, on est bloquants sur rien. On veut juste que ça marche. On constate, et c'est normal, c'est pas une critique. Les Insoumis et les socialistes sont dans une guerre de leadership qui n'est pas qu'une guerre de leadership. Ils sont dans une guerre c'est pas les mêmes partis pris, c'est pas le même récit, c'est pas la même stratégie. Et c'est deux logiques qui sont différentes, qui s'affrontent pas, qui peuvent être convergentes, mais évidemment, chacun revendique. Et donc, à un moment, vous arrivez dans un truc de blocage. Ça arrive dans des négos. Mais quand, en plus, on se retrouve plus dans la même salle, et qu'on n'a même plus de lieu pour discuter, en fait, nous, quand c'est bloqué, avec Fabien Roussel, on est obligé de débloquer. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, nous, les communistes écologistes, on est prêts à discuter, moins les socialistes et les insoumis. Ils discutent, mais ils sont bloqués. C'est-à-dire que, écoutons ce que dit Manon Aubry ce soir, justement, qui a répondu à votre appel de ce matin. Je vais découvrir cette image. Je partage cette déception, cette colère aussi, de cette incapacité à se mettre d'accord, mais que l'enjeu, c'est pas le renoncement ou une bataille de personnes. L'enjeu, il est politique et c'est une question de programme politique. Et nous avons dit, et d'ailleurs, j'en fais pas le reproche à Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, qui ont dit aussi très clairement que notre objectif devait être de gouverner sur la base du programme du nouveau Front populaire. Et que moi aussi, honnêtement, je suis un peu restée sur ma faim ces derniers jours. Au moment où on a eu Huguette Bello qui était sur la table, c'était pas clair est-ce que les écologistes en voulaient ou non. Et puis les partis socialistes qui s'en est servi pour dire non, mais attendez, si les écologistes sont pas d'accord, nous alors on va pas être d'accord. Et vous voyez, c'est un jeu de dupes. Et franchement, oui, moi aussi, j'en suis fatiguée. C'est vous qui menez le jeu de dupes. Les femmes politiques de ce pays en ont marre. Elles veulent qu'on travaille correctement. Les négociations, c'est pas de la télé-réalité. Nous, ce qui nous fatigue, et Manon Aubry, elle partage ça, et je le remercie, c'est que, vous voyez, on assiste au truc qui devient en fait un moment, un sketch qui nous échappe et qui nous ridiculise. Moi, je veux pas qu'on se ridiculise, parce qu'on a de grandes choses à faire pour ce pays, et parce que les gens ont placé un espoir tel en nous qu'on peut pas les désespérer.
Ils comprennent que ça prend du temps. Mais quand ils voient nous commencer à nous disputer, moi j'entends des choses fausses sur les uns sur les autres. Marine Tondelier, donc, sur X, vous échangez des tweets assez forts avec des insoumis pour dire mais non, c'est pas nous qui avons refusé Huguette Bello, c'est faux. Donc qui croire, qui manque de sincérité? Non mais je vais vous dire, on va finir par s'enfermer dans un truc, on va prendre des téléphones, on va dire vous sortez pas tant que vous n'avez pas une solution, parce que c'est pas possible, c'est pas sérieux de mener des négociations à l'extérieur, en plus en tronquant un peu le récit et pas à l'intérieur. Donc on a besoin de se remettre autour de la table. Évidemment, là, il y avait une priorité, c'était de gagner le perchoir. Cette candidature unique d'André Chassaigne, à qui je souhaite vraiment bon courage, et j'espère vraiment qu'il va gagner. Si André Chassaigne est candidat unique, c'est aussi que certains ont fait des efforts. Certains ont retiré leur candidature, et il y avait d'autres très bonnes candidatures. Cyrielle Châtelain, candidate écologiste, notre présidente de groupe, avec qui je milite depuis plus de 15 ans, qui est une femme remarquable, solide, compétente, courageuse, qui a fait un super boulot à la tête du groupe écologiste et qui est renommée à l'unanimité à la tête du groupe écologiste, bien plus gros que dans le mandat précédent, elle finit, voilà, mais vous êtes adoucie depuis ce matin. Est-ce que c'est la fatigue du soir ou est-ce que c'est parce que le coup de gueule a fonctionné? Peut-être que le coup de gueule a fonctionné. Et surtout, je vous dis, parce que pourquoi je dis ça ce matin aussi? Moi, tous les gens m'arrêtent dans la rue, tout le temps. Que j'ai ma veste verte ou pas, maintenant c'est foutu. Les gens dans le train, dans la rue, tout le temps. Et c'est normal. Les Français veulent savoir. Et je ne veux pas donner l'impression qu'il y a d'un côté des Français qui sont impatients, qui en ont marre, qui sont exaspérés, qui sont écœurés. Et nous, les politiques, qui seront dans notre bulle, on se dira, mais non, tout va bien, on trouve qu'on est fantastique. Quand ça va pas, faut le dire. Parce que sinon, il y a un fossé qui se creuse entre les élites, les politiques, la bulle, je sais pas comment on appelle, comment les gens nous appellent, ils ont plein de noms pour nous appeler. Et d'un autre côté, la base, les gens, nous, on est aussi des gens, on est des militants. Vous croyez que ça nous fait pas mal au cœur quand on voit ce spectacle? Et justement, il faut que les gens ils sachent que nous aussi, quand ça va pas, nous aussi on a honte, nous aussi on en a marre. Publié un message sur X en comparant les deux unes de Libération, parce qu'il y a seulement 10 jours qui séparent les unes de Libération. La une, au lendemain du second tour des législatives, c'est ouf, la gauche crée la surprise. Et le 17 juillet, ce matin, le nouveau Front populaire, Matignon pour les nuls, 10 jours après avoir suscité l'espoir, la gauche se divise et provoque la consternation de ses électeurs. Vous avez appelé Olivier Faure, Manuel Bompard, Fabien Roussel, on se voit demain. Depuis ce tweet, que s'est-il passé? Est-ce qu'ils vous ont appelé? Maintenant que je vois ce tweet, j'admets, ça fait un peu désespéré. Oui. Mais je sais pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais parce qu'il y a besoin de force de rappel, il y a besoin de dire, bon les gars, on a compris, est-ce qu'on peut retourner dans cette salle? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut s'y mettre? Est-ce qu'on peut avancer sur la solution que vous voulez? Nous, quand il y a des solutions mises sur la table, on les regarde toujours avec bienveillance. Les Verts, ils sont bloquants sur rien. On veut que ça avance. Que ce soit un Premier ministre insoumis, communiste, socialiste, écologiste, ce sera un Premier ministre du nouveau Front populaire, avec une équipe solidaire, compacte. Mais nous soutenons toute solution susceptible d'aboutir. Mais alors, on a des critères. On a des critères qu'on a donnés. On a dit qu'il fallait que ce soit une personne de compétence et d'expérience. La première chose. Huguette Bello et Laurent Subiana rentraient parfaitement dans ce critère. On a dit que c'était quelqu'un qui devait faire consensus au sein du nouveau Front populaire. C'est un peu compliqué, ça ne dépend pas que de nous. Mais il faut aussi que chacun fasse des efforts, parce que si tout le monde met des vétos sur tout le monde, on ne s'en sort pas. Nous n'en mettons pas d'exclusive. Troisièmement, nous avons dit que ça devait être quelqu'un susceptible d'apaiser le pays qui en avait grand besoin, de l'emmener, de l'engager. La France doit retrouver confiance en elle. Voilà. Et puis, le dernier critère, c'était le fait, évidemment, d'être aligné sur le programme du nouveau Front populaire pour pouvoir le porter avec sincérité, dans un combat qui va être dur. Ça va être un gouvernement de combat. C'est un beau langage politique, Marine Tondelier. Non, c'est des critères très clairs. Alors, je vais vous dire... Vous avez forcément... Non, mais ce sont des critères très clairs et très objectifs. Nous, on ne dit pas on l'aime pas, on ne sait pas. On regarde toute candidature avec bienveillance. On a reçu hier Laurence Tubiana dans nos instances devant tout notre conseil fédéral. Donc, c'est nos militants de toutes les régions. Vous auriez pu être pour elle. Vous auriez pu la soutenir. Mais on n'a pas dit qu'on ne soutenait pas. Nous, c'est juste qu'on ne fait pas de la télé-réalité. Moi, je donnerai ce qu'on fait quand on sera dans la salle des négociations. Mais on considère toutes ces candidatures avec beaucoup de bienveillance. Huguette Bello, elle est aussi très inspirante, crédible, solide. J'avais échangé avec elle. Et on était prêt à la recevoir aussi. Mais finalement, suite à la décision des socialistes de ne pas la soutenir, elle a dit « je retire ma candidature ». Mais vous voyez, moi, en plus, ce qui m'exaspère, c'est qu'on lâche comme ça des noms de femmes en pâture. Et tout le monde sort les guns. Tac, 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 tac. C'est violent. On ne peut pas faire ça. Vous sortez les guns. Oui, mais moi, j'ai honte en croisant le regard des Français mais dans je la défends rue. les Français, excusez-moi, c'est mon travail. Quand j'arrive ce matin à France Télévisions et que sur le trottoir, il y a quelqu'un qui travaille dans les équipes, pas dans la télé, mais à l'entrée et tout ça, et je l'avais croisé dans une des soirées électorales, il m'avait dit, mais j'avais vu dans son regard, merci,
On espère que ça va le faire. Vous voyez, un truc d'attente fort. Parce que moi, je sais aussi, pour toutes les personnes racisées de ce pays, pour tous les précaires, pour toutes les femmes, ce que ça avait provoqué cette attente, on ne savait pas si on aurait Bardella Premier ministre. Et ce soulagement que j'ai vu dans leur regard le dimanche soir, cette joie que j'ai vue le lundi matin, moi, je supporte pas de voir maintenant des regards éteints, de supplications, des gens qui me regardent. Moi, ça me donne envie de pleurer à chaque fois en mode nous lâchez pas, bon courage, on sait que c'est pas vous, mais allez-y, est-ce que ça va marcher? Je lis cette crainte, parce que si on n'y arrive pas là, on en prend pour 10 ans, les gars. Vous avez encore envie de pleurer ce soir? Ben non, je vais pas pleurer toute la journée, j'en peux plus. Mais par ailleurs, je suis quelqu'un de positif, j'ai envie d'y croire, je m'accroche, sinon je serai plus là. Mais vous voyez, il y a un truc très... on donne tout. Et on joue chaque ballon comme si c'était le match de notre vie. On ne peut pas laisser passer comme ça des heures s'écouler, où les gens ne se parlent plus, où ça part un peu en live, en fait. Et ça monte en tension sur les réseaux sociaux avec des trucs faux que vous lisez. Donc, bah oui, il faut rétablir la vérité. Ça monte vite. Vous exposez vos divergences au grand jour. Et on se demande c'est pas ma méthode. C'est pour ça que j'étais très mal à l'aise. La gauche est prête. Non, mais attendez. Allez à la télé dire, écoutez, c'est en train de pas le faire. Alerte rouge. Les Français veulent qu'on y arrive. Revenons autour de la table. C'est pas un truc d'explosion du nouveau Front populaire. C'est un cri d'alarme pour le sauver. C'est pas la même chose. Moi, je tirerai jamais de but contre mon camp. Je n'ai pas, à chaque candidature qui est sortie des uns et des autres, c'est pas les Verts, ni qui ont sorti le nom du Guet Bello, ni qui ont sorti le nom de Laurence Tubiana. À chaque fois, nous avons considéré ça avec beaucoup d'enthousiasme. Les gens chez nous avaient des questions. On aimerait en connaître plus. On veut les recevoir. Parce que les Verts, c'est hyper loyal. C'est-à-dire que la confiance, ça se gagne. Et puis une fois qu'on dit c'est bon, on y va, on a bien compris qu'on ne vous arrachera pas de nom ce soir. Mais non, mais parce que je fais bien mon travail et que je fais pas de la télé-réalité. Et pour que ça marche, il faut le faire bien. Mais juste, on peut pas lancer des noms comme ça et que des gens de notre famille, de notre groupe politique, le Nouveau Front populaire, sortent les guns pour flinguer les gens, en fait. Surtout, c'est des femmes qui ont une expérience, qui ont un travail, qui sont remarquables, qui sont inspirantes. Quand je vois des gars qui leur expliquent la lâche, je me dis, mais j'ai honte, en fait. C'est notre famille politique, on ne fait pas ça. Et puis, ça donne quelle image? Vous pensez qu'on va trouver qui après pour être volontaire, pour être Premier ministre, pour être dans notre gouvernement, si c'est le sort qui est réservé aux gens et si on regarde à chaque fois ce qui nous divise et pas ce qui nous rassemble. C'est une parfaite transition. Non, mais j'ai passé toute la campagne à dire qu'il faut une France qui vive côte à côte et pas face à face. Je voudrais vous faire visage réagir et pas qui se dévisage. C'est pareil entre nous. Voilà. À la une de l'Opinion, signée par l'excellent CAC, le dessinateur. Vous êtes représenté avec votre fameuse veste verte. J'ai peur. 10 ans à Mélenchon. Tu as dit que tu ne serais pas le problème. Et Mélenchon, représenté à droite, vous répond parfaitement « Je suis même la solution » en déchirant le nom de l'écologiste Laurence Tubiana pour Matignon. Et il a un badge « Mélenchon à Matignon ». Est-ce que c'est lui qui pose problème? C'est une caricature, donc c'est caricatural. À qui la faute? Si ça coince à ce point. Je ne suis pas en train d'être jury d'examen du brevet des collèges, en train de dire toi tu as 8 sur 10 en union, toi tu as 9 sur 10. C'est pas ça le sujet. Mais quand on est caricaturé, on est caricaturé. Et donc il y a des caricatures sur nous qui me faisaient beaucoup rire au début du Nouveau Front populaire. Il y a eu des dessins qui étaient émouvants, touchants, qui racontaient un truc. Bon là, ça me fait moins rigoler. Et puis j'ai envie qu'on avance surtout. Alors il y a quand même des mots qui ont surgi encore une fois publiquement dans le débat à gauche. Vous parlez de gens qui sortent des guns. Il y a des mots qui peuvent blesser. Et nous on est pour la non-violence et la désescalade. Certains insoumis comparent le hollandisme à des punaises de lit. Écoutez la réaction sur LCI de Manuel Bompard, le coordinateur national de la France insoumise. Je crois que c'est une plaisanterie, vous avez le droit de considérer qu'elle n'est pas de bon goût, c'est votre droit, mais honnêtement, je pense qu'il ne faut pas lui donner une autre signification politique qu'un bon mot sur un sujet. Bref, je mets ça de côté, honnêtement, ça ne me paraît pas être le plus important aujourd'hui. Personne n'a comparé le président de la République à une punaise de lit, il a été fait écho du hollandisme, pas de personne, mais d'un courant politique. Bon, on sent que Manuel Bompard voulait éteindre la polémique, mais est-ce que ce sont des mots, un contexte politique serein pour travailler ensemble? C'est dur d'être chef de parti des fois. Et donc voilà, on doit faire ça parfois et c'est pas des moments très agréables. Moi, je vous le dis, on peut pas utiliser des mots comme ça en politique. Parce que quand on qualifie même des ennemis politiques, mais là en plus en l'occurrence des partenaires politiques, qui ont fait partie du Nouveau Front populaire et qui en ont fait, comme toutes ces composantes, une victoire. Quand on compare des gens à des nuisibles, l'étape d'après, c'est qu'on demande leur extermination. Et dans l'histoire du monde, ça s'est passé, c'était pas drôle en fait. C'est pas des blagues, on fait pas des blagues sur ces sujets-là. Et donc, moi, je suis toujours extrêmement mesurée sur les propos qu'on peut tenir sur les réseaux sociaux. J'y dis des choses qui me choquent.
Et je pense que quand on est en politique, on doit aussi montrer l'exemple. Parce qu'il y a une violence qui monte dans la société et que nous, on doit être là aussi pour protéger, réparer et pour apaiser. C'est extrêmement important parce qu'au jeu de la tension qui monte, ça peut encore monter très haut et ça n'aide personne. Moi, je pense plutôt qu'on doit ramener de la sérénité dans ce pays parce que c'est pas vrai qu'on va bien quand on est tendu tout le temps. On doit plutôt aider les gens à aller mieux, socialement, humainement, dans un climat plus serein, avec des perspectives aussi moins angoissantes. C'est ça notre travail. Rajouter la tension, je ne vois pas trop ça nous mène, et même plutôt, j'ai peur de savoir où. Vous avez même désigné toujours un ennemi politique commun, le Rassemblement national. Vous avez, le nouveau Front populaire, signé un courrier pour qu'aucun poste au bureau de l'Assemblée ne revienne, je cite, à l'extrême droite. Il est primordial que chaque groupe politique prenne position. Écoutez sur LCI la réaction de Jordan Bardella. Si mes opposants et mes adversaires refusent le résultat des urnes et refusent de fonctionner de la manière dont on fonctionne normalement en démocratie, alors nous pourrions en être exclus. Mais je vais vous dire, moi, on ne se bat pas pour des postes. Je veux dire, ce qui me fait mal, quand je vois que nous n'accédons pas... Mais Sébastien Chenu dit aujourd'hui que la présidence de la Commission des Finances doit revenir au RN. Mais naturellement, mais comprenez bien que lorsque nous posons ce type de diagnostic, parfois ce type d'exigence, c'est pas pour nous, c'est parce que nous représentons des millions de Français. Cet appel au barrage républicain au RN au sein de l'Assemblée, alors que le RN a obtenu quasiment à lui seul 143 sièges, est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie ? Moi, je trouve que c'est une excellente initiative, donc de nos 4 présidents de groupe ensemble. Et vous voyez qu'avant même de désigner un candidat commun à l'Assemblée, ils avaient déjà commencé à travailler ensemble et à prendre des initiatives communes, ce qui est très important pour le nouveau Front populaire. Dans le mandat précédent, il y a un autre choix qui a été fait. Et je trouve qu'il nous déshonorait, parce que je trouve qu'on a servi au RN un brevet de respectabilité, qu'on a passé notre temps à dire regardez comme ils sont normalisés, regardez comme ils sont normaux. Et c'était compliqué après d'aller dans la campagne dire non, c'est un problème, c'est l'extrême droite. Et donc les gens avaient perdu leur boussole. On disait il y a des extrêmes, tout le monde est extrême. Ça allait pas. Il y a bien l'extrême droite, le Rassemblement national, et le nouveau Front populaire qui est constitué de 4 partis de gauche. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand ils classent nos candidatures, oui. Nous on est de gauche, eux d'extrême droite. C'est Darmanin, il est rarement complaisant avec nous. Donc, oui, mais des millions de Français ont voté pour eux. Vous avez raison. Et j'habite dans une ville Rassemblement national depuis ma naissance. Moi, les Rassemblements nationaux depuis 10 ans. J'y suis élue depuis 10 ans. Et moi, je respecte la démocratie. Je vais au conseil municipal. Alors, eux, ils ne respectent pas leur opposition. Moi, je me fais insulter à longueur de temps, etc. J'accepte les règles démocratiques. J'accepte d'avoir perdu, de siéger dans l'opposition. Je respecte ça. Nous devons respecter qu'ils soient élus députés. Ça leur donne droit de siéger, de déposer des amendements. Il y a tout un tas de droits qui sont prévus par le droit parlementaire. Et d'avoir des postes stratégiques à l'Assemblée ? Non, si c'est un droit, ils les auront. Tout ce qui n'est pas un droit, ils ne l'auront pas. C'est-à-dire qu'on ne leur fera pas de cadeaux. Et je pense que toutes les personnes qui se sont mobilisées, je pense avoir un peu mouillé ma chemise ou ma veste verte, comme vous voulez, pour reconstituer ce Front républicain dans le pays. C'était plus un truc de mode. C'était plus un truc à la mode. C'était un mode, il y avait des gens quand même, ils avaient plus bien compris dans le bon sens, dans les responsables politiques. On a remis le Front populaire à l'ordre du jour. Il nous a permis de gagner et de sauver la République. Et donc, il doit se prolonger à l'Assemblée nationale. Pas de cadeau pour le Rassemblement national. C'est tout. C'est dans l'ordre des choses. Et je vais vous dire, s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils aillent voir dans les villes Rassemblement national comment ils traitent leur opposition. Nous, je ne demande pas de cadeaux, jamais. J'en veux pas de leurs cadeaux. Mais on a du mépris, des insultes, des micros coupés, des formes d'intimidation et de harcèlement à chaque journal municipal. Moi, ça fait 10 ans. Chaque numéro, ça en fait 120 depuis 10 ans. Des mensonges, des calomnies, mais ça Marine salit votre famille. Est-ce que et donc, ils vont pas nous cet expliquer... appel au Front républicain contre les Jordan postes Bardella, stratégiques accordés au RN, il va pas nous expliquer comment on traite bien les gens dans ce pays. Ça ne donne pas l'idée un peu d'une tambouille politique. On se met tous ensemble pour empêcher un parti qui a obtenu 143 sièges d'avoir des postes importants. Si vous trouvez mieux la fois dernière où ils se sont mis ensemble pour s'assurer que le Rassemblement national ait des postes, voire en bloquer certains pour la NUPES à l'époque. Si vous trouvez ça mieux, voilà. Mais vous voyez, la politique, c'est ça. Ça marche comme ça, l'Assemblée. Moi, je n'y suis pas, je n'y siège pas. Je suis extérieure à cette affaire. Mais vous comprenez bien que quand l'Assemblée s'installe, il y a des discussions entre groupes. C'est la démocratie aussi. Donc la démocratie des urnes, les gens votent, ça élit des députés. Et la démocratie de l'Assemblée, c'est que les présidents de groupe se réunissent, les députés se réunissent et font des choix. C'est la démocratie de l'Assemblée. Et on ne peut pas être pour la démocratie dans les urnes et plus à l'Assemblée. Donc ils ont des droits, nous avons des devoirs, ils ont des dus, ils n'auront pas de cadeaux. Voilà, j'ai le mérite de vous l'expliquer sincèrement. Et je sais pourquoi je le dis. Ils ne méritent pas de cadeaux, c'est tout.
Vous parlez des députés nationaux, parlons des députés européens qui doivent faire face à cette épée de Damoclès qui pèse sur l'économie française. Bruxelles a enclenché une procédure contre la France et 6 autres pays pour dérapage budgétaire incessant. Paris risque une amende de plus de 2 milliards d'euros chaque année. Mais du coup, c'est pas les députés européens qui ont l'épée de Damoclès, c'est la France. C'est la France. Quand vous le dites, on a l'impression que c'est Manon Aubry, David Cormand, Marie Toussaint qui sont menacés. Je parlais de l'Assemblée, justement, au Parlement européen. C'était une transition. C'est pas de notre faute. Voilà. Alors, ma question, c'est est-ce que le programme économique de la France insoumise, plutôt de Nouveau Front Populaire, pour être précise, chiffré à 125 milliards d'euros, ne risque pas d'aggraver la situation? Alors, on va expliquer les choses bien aux gens. Allez-y. Vous avez compris qu'on avait gagné, mais qu'on n'était pas encore au gouvernement. Oui. Donc ce bilan que vous affichez, c'est le bilan des experts de la finance, de la responsabilité, de la crédibilité qui nous gouvernent depuis 7 ans. C'est ceux qui nous ont fait des grandes leçons de morale, d'économie, microéconomie, macroéconomie, économie mondiale, des experts. Avec beaucoup comme ça de mansplaining, de trucs, vous comprenez rien, vraiment, nous on est les plus forts, laissez faire les professionnels. Quand ils sont arrivés, il y avait une dette publique de 2000 milliards d'euros. 7 ans après, il est à 3 000 milliards d'euros. Ils ont créé 1 000 milliards d'euros de dette en 7 ans. Il y avait un déficit public, donc là c'est par an, de 2,3% du PIB, ils le rendent à 5,5% du PIB. C'est pas notre bilan, c'est le leur. Alors certes, il y a eu le Covid, il y a eu les guerres en Ukraine, il s'est passé des choses, mais il s'est passé aussi un parti pris dans leur politique publique. Celui de délester les plus riches, de les avantager et de leur faire des cadeaux. Ce qu'on ne veut pas faire au Rassemblement national, eux ils l'ont fait aux plus riches. Ils ont chaque année, donner à peu près 40-50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches, des baisses d'impôts, à des gens qui ont clairement les moyens d'en payer. Et puis pour financer ça, ils ont dit allez, on va enlever 5 euros d'APL par mois, on va réformer. Pour relancer l'économie, c'est comme ça que Emmanuel Macron le présentait. D'accord. Le ruissellement. Ça n'a pas ruisselé du tout, puisqu'il y a 9 millions de pauvres. Donc moi, vous voyez, la dette, c'est pas une calamité, la dette. Il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Si on me dit on fait de la dette pour permettre la transition écologique, ce que les écologistes disent depuis longtemps et ce que les économistes les plus sérieux disent depuis récemment. Vous voyez, ça converge, on était juste un peu avant-gardiste. Jean Pisani-Ferry, qui a écrit le programme d'Emmanuel Macron en 2017, c'est un économiste assez renommé, il dit, oui, c'est une faute politique de ne pas faire beaucoup de dettes pour faire la transition écologique, parce que ce qu'on ne dépense pas pour sauver le climat, pour rénover les logements, etc., on le paiera peut-être pas au centuple, mais on le paiera beaucoup plus cher après. Donc ça, économiquement, c'est intelligent de le faire. Alors si Emmanuel Macron, il avait endetté la France pour faire la transition écologique, pourquoi pas? On pourrait l'expliquer. S'il avait endetté la France pour faire de la justice sociale et qu'il y ait moins de pauvres, pourquoi pas? Mais là, il a fait Robin des Bois à l'envers. Il a priorisé les riches et enlevé les trucs aux pauvres, ce qui est quand même l'inverse total de la justice sociale, donc ça n'a pas de sens. Donc je ne prends pas de leçon d'économie de ces gens-là. Et je sais bien que quand on est Emmanuel Macron, quand on a son parcours professionnel, universitaire, qui n'était pas l'université d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, et donc, lui, il arrive, il a une présomption de crédibilité. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça fait sérieux. Donc il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est Emmanuel Macron, c'est très sérieux ». Et nous, quand on arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a une présomption de non-crédibilité. On doit argumenter 3 fois plus. Moi, je suis une femme, plus du Pas-de-Calais, plus jeune, plus écologiste, j'ai l'habitude. C'est pas grave. OK. Ah bah justement. Mais juste, notre programme, il est écrit, il est clair, il est chiffré, il est séquencé et il a le soutien de grands économistes qui ont même le prix Nobel de l'économie. Donc je me dis qu'on n'a peut-être pas si mal fait le travail que ça et je ne prends pas de leçon de morale de ces gens-là. Parlons de vous, la femme dont tout le monde parle avec votre veste verte. Je crois qu'on parle plus de ma veste que des mois parfois. Ah, on parle des deux. Vous êtes en une Society. On peut voir la une qui s'affiche. Vous êtes aussi dans le Guardian, outre-Manche. Est-ce que finalement, derrière la femme politique et la veste verte qui dit « j'en ai encore sous la pédale, sachez-le », c'est parce que c'est le Tour de France. J'adore les métaphores sportives. Là, je suis en mode Tour de France en ce moment. Derrière la femme qui joue toujours la carte du collectif se cache une femme plus ambitieuse qui pourrait rêver Vous savez, chez les écologistes, on apprend à ne pas avoir d'ego et être très humble parce qu'on a des petits copains très exigeants et qui ont raison de l'être, qui tous les jours vous expliquent que ça pouvait être mieux, que là j'ai parlé trop vite, que là j'aurais pu faire autrement. Et donc les Verts, c'est l'école de l'humilité et je les en remercie parce que c'est une très bonne école. Et mon autre école, c'est l'opposition à Hénin Beaumont où je me fais insulter depuis 10 ans. Alors sans doute que ça m'a tanné le cuir, mais je vous assure que ça aide à garder les pieds très très sur terre. Et moi, voilà, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler de cette veste verte. Peut-être que les gens avaient besoin d'un doudou dans la séquence. Mais vous êtes tout le temps en vert, c'est vrai. Je regarde ça avec beaucoup de
de sang-froid et de lucidité. Je sais que les effets de mode, ça passe aussi. Si ça a pu servir dans la séquence à battre Jordan Bardella, je vais vous dire, tant mieux, c'est toujours... C'est un symbole politique, évidemment. Et c'est ça de prix, on a gagné. Et maintenant, je ferai ce qui est utile. Vous n'avez pas répondu à ma question sur vos ambitions personnelles. L'Élysée ? Moi, c'est l'Élysée ? Oui. Franchement, je suis là où je suis utile. J'ai candidaté à la tête de mon parti, les Verts, parce que je pensais que je le ferais bien, parce que j'avais envie de le faire et parce que je tiens énormément à tous les adhérents qui composent ce mouvement et qui sont 2000 de plus Jadot, depuis le 9 juin. Comme un certain Yannick Jadot. Eh bien oui, et alors ? Et après, il y a eu l'Élysée. Enfin, sa candidature. Mais il n'a jamais été chef des Verts. Ah oui ? Non, il a été candidat. Il n'a pas eu de fonction interne, Yannick Jadot. Et donc, voilà, c'est mon travail. Alors, si je le fais bien, tant mieux. Si à un moment, je dois faire autre chose et qu'on me dit que c'est là que je suis utile, je le ferai. Mais très sincèrement, vous vous rendez compte quand même qu'on n'a pas dormi depuis 6 semaines, qu'on n'est pas sorti des ronces pour Matignon, même si ça... C'est vrai. Donc, franchement, moi, je m'occupe de ce à quoi j'ai à m'occuper. C'est déjà pas mal. La porte n'est quand même pas fermée. Enfin, j'ai pas ouverte du tout. En fait, vous aviez envie de dire ça à la fin depuis le début. Pas du tout. Si ça vous fait... Au chapitre des combats menés par vous en tant qu'écologiste, il y a le combat dans les Deux-Sèvres. Vous savez que le gouvernement, en tout cas Gérald Darmanin, craint des actes d'une grande violence alors qu'un nouveau rassemblement a commencé hier à une quinzaine de kilomètres de Sainte-Soline pour dénoncer le projet de méga-bassine. Les manifestations sont interdites, a dit Gérald Darmanin. Est-ce que la cause que vous défendez mérite de se mettre hors la loi ? Est-ce que j'ai un peu de temps pour expliquer ou c'est en 10 secondes ? Non, c'est pas 10 secondes, on a du temps. Donc on va le prendre. Moi, je suis une militante écologiste depuis 15 ans, certains depuis près de 40 ans. Et on est habitués à mener des combats qui peuvent étonner parfois, où c'est dur parce qu'on est seul contre tout le monde, et puis progressivement, l'opinion change, et puis on convainc. Je sais pas, sur Larzac, sur Notre-Dame-des-Landes, ça a pris 40 ans. 40 ans. Et donc voilà, c'est pas facile, et c'est des combats qu'on mène dans une adversité la plus totale. Et on y est prêt, c'est pas grave. Il faut se mettre à la place des militants écolos qui militent pour des causes justes. Les bassines, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors, on a le droit de récupérer l'eau de pluie dans son jardin. Tout ça, moi, je le fais. Dans des récipients plus ou moins grands, selon la taille de votre exploitation. Mais les méga-bassines que l'on combat dans les Deux-Sèvres, ce sont des méga-bassines qui vont pomper dans la nappe phréatique, dans des zones très concernées par la sécheresse. Ça veut dire... Alors là, en ce moment, les nappes phréatiques sont pleines. D'ailleurs, du coup, il n'y a pas besoin de bassines, parce qu'il y a de l'eau. Mais les étés où il n'y en a pas beaucoup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit l'hiver que ça ne va pas bien fonctionner. Donc, on va pomper l'hiver dans la nappe phréatique. Dans une année où on sait qu'il va manquer d'eau, c'est-à-dire qu'on provoque un stress hydrique supplémentaire. On empêche la nappe de se recharger comme elle devrait. On stocke cette eau en surface, donc elle s'évapore un peu. Et puis, au moment où il y a un arrêté sécheresse, donc vous, par exemple, vous n'avez plus le droit de faire une piscine pour vos enfants ou vos petits-enfants. Vous ne pouvez plus laver votre voiture, vous ne pouvez plus arroser votre potager ou vos fleurs. Et puis, il y a des maraîchers qui n'ont plus le droit d'arroser leur culture. Et puis, ceux qui avaient la méga-bassine, donc qui ont accéléré la sécheresse, eux, ils ont privatisé leur eau dans leur équivalent de 80 piscines olympiques quand même. Et donc, ils la prennent, ils arrosent. C'est une privatisation de l'eau permise à ceux qui ont les moyens et qui écrase un peu les autres et qui s'approprie un truc qui est un bien commun. On est contre. Et en plus, je vais vous dire, la meilleure réserve pour l'eau, ça s'appelle la nappe phréatique. C'est la nature qui l'a conçue. Mais elle est réclamée par certains agriculteurs locaux. Certains. Les plus riches, ceux qui ont les moyens de se payer la bassine. Qu'est-ce que vous leur répondez, en fait ? C'est quoi la solution à ceux qui disent que cette la solution, c'est de regarder la réalité en face. Et on va arrêter de faire croire aux gens que dans une France à plus 4 degrés, c'est ce à quoi on se prépare d'ici 2050, on pourra continuer à cultiver la même chose partout, tout le temps. Le maïs d'exportation, parce que 80% du maïs en France, c'est pour l'exportation. C'est pas pour la France et c'est pas pour l'humain non plus, c'est pour le bétail. Peut-être qu'on fera autrement. On devra cultiver d'autres choses autrement. Mais donc, vous voyez, les écologistes, on a ce point de vue. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des arguments scientifiques. D'ailleurs, tous les scientifiques disent comme nous, on discute. On nous dit, on s'en fout, on les fait quand même. Ensuite, on passe à des arguments juridiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de recours. On en gagne énormément de recours. Ces bassines, pourquoi ça avance pas ? Parce qu'on gagne sur les études d'impact environnemental. Il y a plein de procédures. On en gagne énormément. Pour ça aussi que ça crée des tensions. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Parce qu'en droit environnemental, c'est pas suspensif. Donc pendant le recours, c'est long à juger. Pendant que c'est examiné, les projets continuent. Donc nous, à un moment, on trouve que c'est pas juste. Comme pour l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Mais est-ce que ça justifie et donc, à un moment, attendez, les violences ? Non, mais dernière étape, du coup, les gens disent, on va manifester. Oui, mais est-ce que ça justifie les heurts ? Et moi, je vous parle pas de Sainte-Soline, dont on connaît les images dramatiques. Je vous parle de la manif de Sainte-Soline d'avant. Les manifs, elles ont quasiment toujours été interdites à Sainte-Soline, avant même les premières violences. Pourquoi ?
parce qu'il fallait pas qu'on parle du sujet. Et moi, je me rappelle très bien, j'étais pas encore secrétaire nationale, c'était les vacances de Toussaint 2022, il y avait une manif à Sainte-Soline, on me dit les méga-bassines, je connaissais pas bien le sujet, Benoît Biteau, il y avait plein d'écolos mobilisés, on me dit il faut que tu viennes, je dis mais je peux pas, je travaillais à plein temps à l'époque, je faisais le congrès des Verts pendant mes vacances, j'avais fait Marseille, Nîmes, Montpellier, j'étais épuisée, je reprenais le boulot lundi, je peux pas, c'est dimanche, et puis le jeudi on m'appelle en disant Marine, Darmanin va annuler la manifestation, je dis pas pourquoi, je pense qu'il veut pas qu'on en parle. Et donc j'y vais parce que moi je trouve ça pas juste qu'on empêche les gens de manifester. Le travail de Gérald Darmanin, c'est pas de nous empêcher de manifester, c'est de nous permettre de manifester ce soir en sécurité. Que finalement, c'est la faute au ministre de l'économie, de l'Intérieur, si ça se termine comme ça. Je pense que Gérald Darmanin a provoqué les gens. Pas les militants écologistes comme moi, comme d'autres qui étaient avec des ornithologues qui comptaient les manifestants avec leur clic pour oiseaux, avec le club de randonnée, avec des agriculteurs dont c'est le métier. Nous, on n'est pas venus là pour en découdre. On veut juste porter politiquement un sujet. Et on a été mis en danger dans cette manif. Moi, je vous dis, j'en reparle, à chaque fois je revois ces images, c'est extrêmement traumatisant ce qu'on a vécu. Notre vie a été mise en danger. On a des syndromes de stress post-traumatique suite à ces images. Des gens qui ont vécu, qui ont vu des blessés, qui ont vu des gens dont on a cru qu'ils allaient mourir, qui ont attendu des heures et des heures les secours avec eux. On a été mis en danger. Les forces de l'ordre étaient en danger et nous étions en danger. Or, le rôle de Gérald Darmanin, c'est que ça se passe bien. Et quand des jours durant, avant cette manif, il a dit « ça va mal se passer, je rajoute des hélicoptères, je rajoute des drones, je rajoute des milliers et des milliers de forces de police », il a contribué à donner rendez-vous dans cette manif à tous les gens qui voulaient en découdre. Alors, il y avait tous les autres. Il n'y avait jamais eu autant de monde dans une manif écolo depuis le Larzac. Oui, mais c'était la question que j'allais vous poser, Marine Tondelier. Des pacifistes, des gens convaincus. Et on n'a gardé que ces images. Et je pense que M. Darmanin voulait ces images. Dire que dans ce cortège de manifestants, je pense que M. Darmanin voulait ces images. Des manifestants extrêmement sincères qui ont le droit de défendre leur cause. Et puis, il y a des individus qui se sont infiltrés pour créer le chaos. Condamné. Et ils n'ont pas été invités par les forces de l'ordre. Ils ont été provoqués. Ce qui consiste, pour certains, à leur donner rendez-vous. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Est-ce que je l'approuve? Évidemment que non. J'ai toujours condamné toute forme de violence. Les violences contre les forces de l'ordre et des violences dont sont parfois victimes les manifestants. Là, dans des manifs retraites, il y a aussi... être militant de ce pays, c'est devenu dur. Vraiment. Oui, mais pardon, mais vous nous dites que Gérald Darmanin donne rendez-vous aux ultras. Écoutez, pour nuire à l'image des écologistes. J'ai vécu ce que j'ai vécu sur place. J'y étais allée pour m'assurer que ça se passe bien. En tant que secrétaire national des Verts, avec des parlementaires, tous extrêmement pacifistes, non violents. Quand nous sommes arrivés, parce que c'est une longue marche de 8 km, comme nous sommes arrivés, les camions étaient déjà en feu. On a vu que ça allait mal se passer. On nous a dit qu'il y avait des blessés. Nous sommes allés les protéger. On s'est mis autour pour faire une sorte de cordon pour les protéger physiquement. Des quads sont arrivés, se sont dirigés vers nous, alors que nous étions en écharpe d'élus bien visible, à l'écart, vraiment très à l'écart des heures, à l'autre bout de ce champ, en train de protéger les blessés mis sur un talus. Et on nous a tiré dessus des grenades assourdissantes et des grenades lacrymogènes qui ont asphyxié parce que les blessés étaient allongés par terre. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous êtes blessé, certains en très mauvais état et au sol, et on vous jette des grenades lacrymo dessus. On a dû transporter ces gens dans un chaos absolu, sans comprendre ce qui s'était passé, sans comprendre s'ils allaient bien. On a dû les mettre à l'écart, on a dû organiser les secours. On a vécu quelque chose qui est traumatique et que je ne souhaite à personne de vivre. Puis, on est rentré chez nous, un peu hagard, et on a allumé la télé, et on a vu M. Darmanin dire qu'il n'y avait pas eu de grenades et d'armes de guerre sur place, c'était faux. Dire qu'il n'y avait pas eu de tir sur les élus, c'était faux. Qu'il n'y avait pas eu de tir sur les blessés, c'était faux. On est rentré, on a vu à la télé. Pour moi, je sais pas, les hommes politiques, vous allez me dire, je suis naïve, mais pour moi, je sais pas, le gouvernement, ils disent la vérité, quoi. Ils ont raison. Rarement le savoir était. Ça ne vous va pas de jouer les fausses naïves, Marine Tondelier. Non, mais écoutez, moi, j'étais extrêmement choquée. Je vous dis, ministre de l'Intérieur, c'est un poste sérieux. Oui, mais il y a une nouvelle manifestation. Qu'ils ont entre les mains. Des nouveaux rassemblements. Est-ce que vous aussi, vous craignez des débordements ce week-end? Il a le droit de faire son travail, mais j'ai le droit de vous dire que quand vous vivez ce qu'on a vécu, il y a 3 personnes qui ont failli mourir ce jour-là, dont on s'est occupé très longuement et dont on a vraiment cru pendant plusieurs jours qu'ils allaient mourir. Et quand vous rentrez et que le ministre de l'Intérieur, qui a entre ses mains tellement de pouvoir dans ce pays, et qui dit non, c'est pas vrai, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, si la Ligue des droits de l'homme et certains élus écologistes et insoumis n'avaient pas été présents sur place pour témoigner de ce qui s'était passé, on n'aurait jamais su la vérité. Et la vérité, en politique, c'est important. Et c'est votre métier aussi, donc vous le savez. Et si on n'avait pas pu dire, non mais excusez-moi, c'est faux, juste c'est faux, si on n'avait pas pu porter cette parole-là, la vérité n'aurait jamais été établie. Et franchement, c'est pas possible de fonctionner comme ça dans une ère de post-vérité où chacun raconte son récit et puis on en reste là. C'est pas possible. J'ai une question à la femme politique, féministe que vous êtes. On a appris ce soir que l'abbé Pierre, figure de la résistance, icône, était accusé d'agression sexuelle
par 7 femmes, selon un rapport rendu public par Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre. Parmi elles, une mineure au moment des faits présumés. L'Abbé Pierre n'est plus là pour se défendre, mais Emmaüs France, Emmaüs International et la Fondation Abbé Pierre, des organisations que l'Abbé Pierre a créées, écrivent dans un communiqué commun « Nous les croyons, ces femmes ». Quelle est votre réaction ce soir ? Nous les croyons. Nous les croyons comme toutes les femmes qui parlent. Il faut quand même dire à vos téléspectatrices, à vos téléspectateurs qui disent quand même « Ah non, mais non, pas l'Abbé Pierre, c'est pas possible ». Que oui, c'est possible. C'est possible tout le temps, partout, à la maison, au travail, dans les soirées, pendant vos vacances. Il faut toujours avoir ça à l'esprit parce que je pense que c'est un sujet tabou. On ne se rend pas compte, par exemple, que 3,6 millions de femmes de ce pays, de Françaises, ont déjà été abusées sexuellement par un conjoint ou un ex-conjoint. C'est-à-dire qu'après, il y a toutes celles qui ont été abusées par d'autres. Vous imaginez les chiffres ? On ne se rend pas forcément compte que ça peut être notre sœur, notre maman, nos amis, nos collègues. Tout le monde est concerné potentiellement. Et donc, des fois, on voit des noms passer, on se dit « Ah non, mais c'est pas possible, pas lui ». L'Abbé Pierre, je suis sûre qu'il y a des gens qui tombent des nues. Oui. Et ça fait réfléchir énormément. Moi, je pense aussi à toutes les personnes qui travaillent à la Fondation l'Abbé Pierre sur ces sujets et qui tombent des nues en se disant qui doivent être aussi un peu à garde. Peut-être que certaines savaient, peut-être que d'autres ne savaient pas. Et je trouve que c'est extrêmement courageux ce qu'a fait cette fondation quand elles ont appris les faits il y a quelque temps et qu'elles ont décidé, premièrement, de croire les femmes qui parlaient, mais en plus d'investiguer sérieusement sur le sujet. C'est pas un sujet qui a été lâché en pâture dans les médias et donc du coup ils ont dit « Ouh là là, du coup on va s'en occuper ». Ils ont pris le temps de travailler sérieusement et quand ils nous sortent l'info, elle est vous voyez, incontestable. Il y a un travail vraiment très sérieux qui a été mené parce que le pire, moi je vais vous dire en tant que femme, quand je vois des femmes qui ont le courage de parler, je suis toujours admirative. Et puis après, il y a les trucs, on la croit pas, ah oui mais quand même, est-ce qu'elle l'a pas cherché ? Oh non mais c'est Gérard Depardieu, c'est pas possible, c'est une icône du cinéma français. On entend des choses parfois extrêmement choquantes quand le débat se fait en direct dans les médias. Et je trouve que la méthode qui a été appliquée là, de prendre au sérieux les femmes, de les écouter, de les accompagner, parce que vous savez, quand vous témoignez, que vous vous retrouvez en plus au milieu d'une spirale médiatique où vous êtes sommé en tant que femme de venir vous expliquer, pour chaque Française, dire est-ce que je la crois, est-ce que je la crois pas. C'est tellement violent. On l'a vu tellement de fois. Oui, et là, donc ils ont protégé ces femmes. Justement, ils ont protégé ces femmes. Ça concerne une icône telle que l'Abbé Pierre. L'Église catholique a exprimé ce soir sa douleur et sa honte. Les mots sont forts. Est-ce que ça veut dire qu'on avance dans la non-remise en cause de la parole des femmes victimes ? Attention, parce que chaque avancée peut être succédée d'un recul, on le sait sur ces sujets, mais je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que la méthode qui a été employée là était la bonne. Elle était sérieuse. C'est une méthode qui a été à la hauteur. On a pris soin de ces femmes. Elles ont été écoutées, protégées, accompagnées, et au moment où on sort les faits, c'est pas leur tribunal à elles. Vous voyez ? Et moi, je trouve que c'est ça qui est terrible. Parce que comment voulez-vous que des femmes qui assistent parfois à des tribunaux médiatiques sur des histoires aient la force elles-mêmes de parler quand elles voient qu'elles ne seront peut-être pas entendues au commissariat, pas entendues en justice, pas entendues sur les plateaux télé, que tout le monde aura un commentaire à faire sur leur vie privée, sur les réseaux sociaux. C'est dur, en fait. Cette vie, ce monde est dur. Voilà, cette histoire, elle est terrible. Les bras nous en tombent quand on se dit « mais l'Abbé Pierre, c'est pas possible ». Un, c'est possible. Et deux, c'est aussi possible. Même quand c'est des gens très en vue, dont personne n'aurait pensé que c'était possible, peut-être quelques personnes qui le connaissaient le plus près, mais franchement, moi, c'est pas possible. Mais aussi qu'on peut bien traiter les choses, les sujets et les femmes en particulier. Merci beaucoup Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes Europe Écologie Les Verts, d'avoir été notre invitée ce soir en direct sur LCI. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vos téléspectateurs. Merci.